Il existe un lieu où tous ceux qui errent finissent par déposer ce qu'ils ont appris. Une bibliothèque sans mur que l'on ne trouve jamais deux fois au même endroit. On l'appelle la bibliothèque des vagabonds. J'en reviens. Et j'en rapporte le carnet d'un chasseur. Un vagabond comme moi, qui a consacré sa vie à traquer une créature que vous croyez connaître. Il l'a disséquée, il l'a suivie, il l'a brûlée. Puis il a écrit pour ce qui viendrait après. Pour moi. Et ce soir, pour vous. Je ne vais pas me contenter de lire ces mots. Je vais vous dire où il avait raison, où il s'est arrêté trop tôt, et vous montrer les 3 endroits où, sans le savoir, il a effleuré quelque chose de bien plus grand que lui. Je suis l'errant des mondes, et ce soir, je vous emmène chasser le vampire. Il commence par le situer. Les terres intérieures de l'Europe, le plus souvent les collines des Carpates. Rien que de très banal. Mais très vite, il avance une idée qui ne l'est pas du tout. De tous les vampires du monde, celui-ci, le plus ordinaire, serait l'ancêtre de tous les autres. Le modèle. Le gabarit sur lequel chaque autre espèce s'est façonnée. À 2 exceptions près, note-t-il en marge. Les vampires de Cataille et les vampires gaéliques. Toutes les autres formes, elles, descendraient de lui. Mesurez ce que ça implique. Chaque espèce a ses adaptations, ses particularités, ses monstruosités propres. Lui n'en a aucune. Et c'est précisément ça, sa singularité. Il est la page blanche, la forme première dont toutes les autres ne sont que des variations. Le chasseur avait compris l'essentiel. Pour connaître les 1000 visages du vampire, il faut d'abord connaître celui qui n'en a pas. Et ne vous fiez pas aux mots communs. Même le plus banal d'entre eux est déjà plus fort qu'un homme, et déjà, à lui seul, un danger mortel. Sur le corps, il est précis, méthodique, comme on l'est quand on a ouvert beaucoup de cadavres. De loin, dit-il, on dirait un homme. Un bipède dressé, aussi large que haut. C'est en s'approchant que ça se gâte. Les mains d'abord, des serres, des ongles longs de 2 cm, solides, souvent taillés en pointe, et des muscles capables de se contracter d'un coup, avec une force telle qu'ils broient un crâne comme on écrase un fruit. Les dents ensuite. Il a pris le temps de les compter, sur des spécimens adultes, et il en tire un détail que peu de gens connaissent. Les mâles portent 4 crocs, 2 en haut, 2 en bas, tournés vers l'avant, dépassant la gencive d'1 centimètre. Les femelles, elles, en portent 8, 4 devant, 2 de chaque côté, les plus longs dépassant d'1,5 centimètre. Retenez ceci si vous ne retenez qu'une chose. Chez cette espèce, c'est la femelle qu'il faut craindre. Ses crocs percent la chair, au cou le plus souvent, ou à la cuisse, et les lèvres se referment autour de la plaie en ventouse pour aspirer. Jusque-là, la légende disait vrai. Mais le chasseur a observé quelque chose que la légende ignore. Quand la bête se détache, sa salive referme la blessure. Elle la soigne. Elle accélère la cicatrisation. Le chasseur y voit une adaptation. Garder la proie en vie pour qu'elle dure. Il a raison. Mais relis-toi, chasseur. Cette créature ne te tue pas. Elle te recoue. Elle te répare pour revenir demain et après-demain. Ce n'est pas un prédateur qui passe. C'est un éleveur qui reste. Il poursuit sur la chair même de la bête. Ses tissus sont durs, denses. Sa peau a résisté à ses scalpels les mieux affûtés. Presque aucune graisse dans le corps, sans doute à cause de ce régime de sang, et une musculature qui lui permet des choses qu'aucun homme ne peut faire. Des bonds énormes. L'escalade de parois de roches nues à main nue. Et c'est là, presque en passant, qu'il note la première chose qui aurait dû l'empêcher de dormir. Cette créature, écrit-il, qui broie les crânes, qui bondit, qui escalade la pierre, qui surpasse l'homme en tout au corps à corps, fuit le combat. Tous les vampires, précise-t-il, pas seulement celui-ci. Ils évitent l'affrontement direct.
Et il ajoute cette phrase, la plus honnête de son carnet. Les études sur le sujet sont en cours. Elles ne le seront jamais. Le carnet n'en dit pas plus, et je n'en ai jamais trouvé la suite. Alors laissez-moi poser la question à sa place. Voici un prédateur presque parfait, plus fort, plus rapide, plus endurant que vous. Et il recule, il se dérobe, il préfère la ruse, le déguisement, la patience, à une lutte qu'il gagnerait pourtant presque à coup sûr. Pourquoi ? On ne fuit pas ce que l'on domine. On fuit ce qui peut nous coûter. Ce qui veut dire qu'au fond de cette créature, si sûre d'elle, si supérieure, il y a un calcul, une peur, quelque chose qu'elle protège et qu'un combat mettrait en danger. Je ne sais pas ce que c'est, le chasseur non plus, mais une bête qui peut tout écraser et qui choisit malgré tout de ne pas se battre, c'est une bête qui a quelque chose à perdre. Gardez cette idée au chaud. Vient ensuite le regard, le deuxième endroit où il s'arrête. Les rares survivants disent tous la même chose. Croiser les yeux de la bête, c'est perdre sa propre volonté. Regarder son corps obéir de l'extérieur pendant qu'un autre tient les rênes à l'intérieur. Le chasseur, en homme de raison, a voulu comprendre. Il a disséqué ses yeux, encore et encore. Il n'a rien trouvé. Des yeux d'homme, ordinaires. Alors, faute de mieux, il a conclu que ce n'était qu'une impression. La peur, le sang qui s'en va, l'esprit qui vacille. Là, chasseur, je ne te suis plus. J'ai croisé ce regard, moi aussi. Et ce n'était pas la peur. Ce n'était pas mon sang qui me quittait. Tu n'as rien trouvé dans ses yeux parce qu'il n'y avait rien à y trouver. La chose ne vit pas dans l'œil. L'œil n'est qu'une fenêtre. Et la vraie question, celle que tu n'as pas osé poser, la voici. Si ce n'est pas le vampire qui regarde à travers ses propres yeux, alors qui ? Qui se penche de l'autre côté quand la bête ouvre les siens ? Je ne le sais pas, toi non plus, et c'est peut-être une chance. Il termine son examen par les entrailles. Rien à signaler, dit-il. Elle ressemble aux nôtres. Sauf une chose, une seule, qu'il mentionne à peine, et que moi je garde pour la fin. Parce que c'est elle qui referme toute cette histoire, et c'est elle qui me hante. Patience. Il passe à ce qu'elle mange. Et là, pas de mystère, juste une confirmation. Elle vit de sang, presque uniquement. Celui des hommes de préférence, qu'elle recherchera toujours avant tout le reste, même quand une proie plus facile s'offre à elle. La famine, seule, la fait plier. Alors elle se rabat, à contre-cœur, sur les rats, le bétail, la volaille, les porcs. Mais notez bien ce détail, il est plus étrange qu'il n'y paraît. Se nourrir de bêtes plutôt que d'hommes ne lui fait aucun mal. Aucun. Sa santé reste intacte. Le dégoût qu'elle éprouve à boire un animal n'est donc pas physique. Il est mental. C'est un caprice, une préférence, un goût. Cette chose ne choisit pas l'homme parce qu'elle en a besoin. Elle le choisit parce qu'elle le préfère. Et le sang n'est même pas sa seule gourmandise. Le chasseur les a vus dévorer, voracement, du vin, de la bière, de la viande crue ou cuite, du pain, du fromage, de la chair humaine. Et dans de rares cas, d'autres vampires. Mais tout cela n'est que plaisir. Ce qui la maintient en vie, en dernier ressort, c'est le sang. Reste à savoir où elle se cache. Et sur ce point, le chasseur écrit la phrase la plus juste de tout son carnet. Le vampire commun est un loup dans la bergerie. Il ne se terre pas dans une crypte, il monte. Il accumule l'influence, la fortune, le pouvoir, pour protéger sa place fragile dans le monde des hommes. On le trouve tout en haut, noble, banquier, notable. Les vieux châteaux et les tours ont cédé la place à des manoirs, des domaines, pleins d'hommes qui lui servent à la fois de serviteurs et de garde-manger. Voilà l'horreur véritable. Ce n'est pas la créature des contes, tapie sous votre lit. C'est celle qui préside le banquet. Celle à qui vous devez le respect, à qui vous tendez la main, dont vous enviez peut-être la fortune. Elle ne se cache pas de vous. Elle règne sur vous.
Et en se donnant un visage d'homme, elle fait d'une pierre deux coups. Elle s'assure une place au centre du monde, et elle efface les traces qui pourraient mener jusqu'à elle ses propres chasseurs. Car il y a un chasseur. Et ce chasseur, bien sûr, c'est vous. Le vampire ne sera jamais tout à fait humain, si parfaite que soit sa façade. La bête transparaît par les fissures. Un croc entrevu dans un sourire. Un appétit qui s'allume, une seconde de trop, à la vue d'une coupure, d'une plaie ouverte. Le novice ne voit rien. Le chasseur exercé, lui, lit ses signes comme les traces d'un chevreuil dans la neige fraîche. Des fautes minuscules, des accidents, des indices que la bête ne se sait même pas laisser derrière elle. Guettez-les. Ils font la différence entre la vie et la mort. Mais la trouver n'est que la moitié du travail. La tuer est extraordinairement difficile, tant son corps résiste. Là encore, la vieille légende dit vrai. Le moyen le plus sûr reste le pieu, planté dans le cœur. Non que ce soit une faiblesse propre aux vampires, c'est la faiblesse de tout ce qui vit. Trouvez-moi une créature qui survit à un cœur transpercé. Le bois du pieu n'a aucune importance, précise-t-il. Il a vu des pics de chêne, des lances de métal, et même une fois, un simple os humain taillé en pointe, mettre fin à des siècles d'existence. La décapitation fonctionne aussi, mais elle est plus dure à réussir. Le vrai problème, ce n'est pas l'arme, c'est d'amener la bête dans une position où l'on peut frapper. Car elle s'entoure de gardes humains, de gardes animaux. Attendez-vous à une bataille longue, lente, dont la difficulté ne fait que croître. Et ici, le savant s'efface enfin. L'homme apparaît. Car le chasseur, lui, en a tué. Et il raconte. Une traque à Paris. 3 mois. 3 mois, écrit-il, avec une sorte de stupeur encore intacte. La bête s'était installée sous les traits d'un mondain parisien en vue, un hôtel au bord du fleuve. Le chasseur s'est fait passer pour un lord anglais de petite noblesse, de passage dans la capitale. Il a joué le jeu, il a souri, il a attendu. Et au cœur d'une défaite de la créature, il a mis le feu au manoir. Puis, dans la panique, dans la fumée, il lui a planté une pique de chêne dans le dos. Une stratégie efficace, dit-il, au sens propre comme au figuré. Idéalement, la bête ne comprend qu'elle est traquée qu'à l'instant précis où son monde s'embrase et où le pieu lui traverse le cœur. Je respecte ça, chasseur. 3 mois à vivre au bras d'un monstre, à boire son vin, à lui rendre ses sourires, en sachant, il faut du courage ou de la folie. Chez les vagabonds comme nous, c'est souvent le même mot. Sa leçon tient en une ligne, et il la livre à ses camarades, ceux qui liront après lui. Trouvez-les, étudiez-les, puis quand ils sont au plus vulnérables, brûlez tout et enfoncez le pieu. N'ayez aucune pitié, car eux n'en auront aucune. Eux videront votre gorge jusqu'à la dernière goutte pendant que vous pendrez, enchaînés, au fond de leur cave, si jamais vous veniez à échouer. Il aurait pu s'arrêter là. Une belle fin. Le chasseur victorieux, la leçon transmise, le pieu levé. Mais il reste cette note, celle que je vous avais demandé de garder en tête. Cachée au milieu de ses observations sur les entrailles, 3 lignes qu'il n'a pas su relier au reste. Dans presque chaque vieux vampire qu'il a ouvert, il a trouvé la même chose. Une moisissure, noire. Un champignon sombre, niché au creux des organes des plus âgés. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas d'où ça vient. Il écrit seulement qu'il en a prélevé des échantillons et qu'il les a rangés dans sa cache pour une étude ultérieure. Une étude ultérieure. Ces 3 mots me glacent plus que tous ces récits de crocs et de bûchers, parce qu'ils rouvrent d'un coup tout ce qu'il croyait avoir refermé. Souvenez-vous de la première question. Une bête qui peut tout écraser et qui pourtant fuit le combat, qui a quelque chose à perdre, quelque chose à protéger. Et si ce quelque chose, c'était ça? Et si le vampire n'était pas la créature, mais le pot, la terre,
Et si cette moisissure, qui pousse lentement dans les seuls corps qui ne meurent jamais, dans les seuls corps qui lui offrent des siècles pour croître, était la vraie créature? Le vampire ne fuirait pas le combat pour sa vie, il le fuirait pour ce qui grandit en lui. Le carnet s'arrête ici. Il n'y a pas de chapitre suivant. Peut-être a-t-il brûlé, peut-être n'a-t-il jamais été écrit. Ou peut-être que le chasseur est allé la regarder d'un peu trop près, cette moisissure dans sa cache, un soir de curiosité. Je ne sais pas ce que tu es devenu, mon frère de route, mais j'espère, pour toi, que tu as brûlé tes échantillons avant qu'ils ne trouvent le chemin de tes propres organes. Je referme le carnet. Je le repose sur son étagère, quelque part dans la bibliothèque, pour le prochain qui errera jusqu'à lui. Il en saura un peu plus que moi, et toujours un peu moins qu'il ne le faudrait. Je suis l'errant des mondes. Prenez soin de votre monde. Il est plus fragile qu'il n'y paraît.